Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce bel amphi flambant neuf de l'École des Mines. Je suis ravi de vous accueillir. Je me présente, je suis Marin Boyer, je suis un ancien de l'école. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'être votre modérateur et animateur pour cette conférence multi-alumni, parce que c'est assez spécial aussi. C'est un événement qui a été coordonné par 5 clubs alumni que vous voyez ici. Et donc la conférence s'intitule Comment faire bouger les lignes face aux défis énergétiques. Donc on est ensemble jusqu'à 21h ici et on aura une petite session de cocktail ensuite. Je vais tout de suite passer la parole à Romain Provost, qui a coordonné ce collectif de bonnes âmes. Écoutez, merci Marin. Alors, et bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je suis effectivement très heureux de vous accueillir nombreux ce soir, d'accueillir les intervenants, des intervenants de qualité qu'on aura plaisir à écouter sur les thèmes de la transition énergétique, et des intervenants que je remercie une fois de plus pour leur engagement. Très heureux également d'accueillir les participants. On en attend encore quelques-uns, mais voilà. Des participants parmi lesquels je vois beaucoup de jeunes diplômés, de futurs diplômés, étudiants, universitaires et de grandes écoles. Et c'est justement l'objet de cette soirée de nous réunir autour d'une grande question de société qui nous concerne tous, la problématique de la transition environnementale et énergétique. Alors, pour organiser cette conférence, comme le disait Marin, j'ai eu le plaisir de travailler en coordination avec les représentants des groupes énergie et environnement, des alumni de plusieurs grandes écoles qui se sont réunis autour de ce sujet. Et je voudrais citer alors les 5 écoles centrales, HEC, Polytechnique, Sciences Po, et bien entendu l'École des Mines qui nous reçoit ce soir et que je remercie très chaleureusement, je ne sais pas où est Bertrand, pour la mise à disposition de l'amphithéâtre, merci Bertrand, dans lequel nous nous tenons. Alors également un grand merci à toutes les équipes que vous envoyez autour de la salle qui ont contribué à l'organisation de cet événement et qui contribuent encore aujourd'hui à sa bonne tenue. Alors, l'idée de départ, pourquoi on s'est réunis avec ce collectif, c'était de réunir nos forces autour d'une cause commune, la transition énergétique, comme je le disais, et autour d'une problématique, finalement, comment aller plus vite face à ce mur de complexité qui ne cesse de se dresser devant nous, comment accélérer, enfin, comment faire bouger les lignes face aux défis énergétiques. Alors, c'est un vaste sujet dans lequel je pense, si vous êtes venus, beaucoup d'entre vous sont plongés ou auxquels vous vous intéressez. Alors, nous voulons aussi profiter de cette rencontre pour resserrer les liens entre le monde du travail, les jeunes diplômés et les étudiants, réfléchir ensemble à ces nouveaux enjeux liés à ces défis. Et les défis autour de la transition énergétique sont nombreux, comme vous l'imaginez, comme vous le connaissez. Ils sont d'ordre à la fois politiques, sociétaux, économiques, technologiques et industriels. Et puis confronter les différentes approches via un mix culturel à la fois dans nos formations, dans les formations diverses que nous avons, et un mix intergénérationnel. Aussi, à la question comment faire bouger les lignes face aux défis énergétiques, nous apporterons ce soir des témoignages et des éléments de réflexion. On n'apportera pas des éléments complets sur ce qu'il faut faire, mais beaucoup des éléments de réflexion qui vont être structurés autour de 5 grandes thématiques. Alors, la première thématique, souveraineté et nouvelles ambitions énergétiques, sera traitée en speech introductif par Dominique Ristori, conseiller en stratégie, ancien directeur général énergie à la Commission européenne. Merci Dominique. Ensuite, un autre thème, alors, croissance et sobriété. Alors vous pouvez me dire, ça fait antinomique, croissance et sobriété, surtout vu du côté du monde des grandes entreprises, et précisément comment le monde des entreprises et des grandes entreprises intègre-t-il la nouvelle donne dans ses modèles économiques. Et nous aurons le plaisir d'avoir les éclairages de Claire Tutenuit, déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement. Vous nous direz que c'est une association des grandes entreprises. Après avoir écouté le témoignage des grandes entreprises, nous aborderons ensuite le rôle de l'innovation dans le comportement individuel et collectif avec Laetitia Brottier, cofondatrice et directrice innovation de la start-up Dualsun. Alors, je ne sais plus si c'est une start-up maintenant, c'est peut-être déjà une licorne. Je ne sais pas où est Laetitia, voilà, mais elle nous le dira aussi. Voilà. Et puis, ce sera suivi par la place des technologies dans le nouvel équilibre industriel et économique de demain, avec Xavier Pinon, cofondateur de Selectra. Voilà. Et enfin, après avoir écouté la parole des grandes entreprises, la parole des PME et des startups, nous reviendrons sur l'humain
Et nous poserons la question de savoir comment les universités et les grandes écoles se préparent-elles pour former les futurs diplômés à faire face aux défis de la transition énergétique. Et là, avec Philippe Drobinski, directeur et fondateur Energy for Climate et directeur du laboratoire de météodynamique à Polytechnique. Philippe est au premier rang. Après les conférences, nous aurons un temps de questions-réponses que j'espère sera riche en échanges. Alors vous attendrez la fin et on fera circuler les micros dans la salle pour les questions-réponses, suivi par un cocktail. Alors, avant de démarrer tout de suite ces conférences, je voudrais passer la parole... avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais remercier nos sponsors industriels, nos donateurs, qui sont tous particulièrement engagés au cœur de toutes les problématiques que nous avons citées. Et je voudrais vous dire que c'est quand même grâce à eux également et à leur soutien que nous avons pu pratiquer des tarifs compétitifs et accorder la gratuité aux étudiants. Alors, n'hésitez pas à aller voir après la conférence, pendant le cocktail, les donateurs et les sponsors pour mieux faire connaissance avec eux. Alors, je vais citer les 4 sponsors qui sont mentionnés déjà en bas de cette slide. Alors, Léonard. Léonard est une plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci, également incubateur et accélérateur de projets d'avenir dans la construction, les mobilités et l'énergie. On a ensuite Sogea Satom, filiale du groupe Vinci également, acteur majeur du BTP en Afrique et à la pointe des techniques de construction pour tendre vers un monde décarboné, intelligent et connecté. Puis on a le groupe Altine. Altine est un acteur indépendant et engagé dans le conseil, l'ingénierie, les services et les travaux liés à la transition énergétique, environnementale et numérique des bâtiments et des territoires. Altine réhabilite et exploite les bâtiments, les équipements et les réseaux de manière durable. Enfin, le groupe Ensorcia, entreprise internationale, leader spécialisé dans l'extraction de lithium de haute qualité via des technologies innovantes, entièrement durables et respectueuses de l'environnement, et spécialisé également dans le raffinage de lithium sous forme liquide de qualité batterie. Alors, pour en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver nos donateurs dans l'espace cocktail après la conférence. Ils seront visibles. Alors, encore un grand merci à tous et bonne soirée. Alors, Marin, voilà, je te laisse. Merci beaucoup Romain pour cette introduction. Bonsoir à tous et à toutes. En tant que président des alumni et du groupe Énergie des alumni de Sciences Po, je suis très heureux d'accueillir ce soir Dominique Ristori, qui va ouvrir notre conférence. Dominique a travaillé à la Commission européenne de 1978 à 2019, une carrière qui a été couronnée par le poste de directeur général de l'énergie, donc il est parfaitement familier de nos dossiers. Il a joué un rôle très important dans l'adoption des 2 premières directives sur le gaz et l'électricité. Il a lancé des forums, celui de Florence et celui de Madrid, qui sont encore en activité pour alimenter la réflexion sur la réglementation sur le gaz et l'électricité. Il est aujourd'hui conseiller en stratégie et il nous apporte donc la combinaison de sa passion sur notre sujet de l'énergie, mais également une connaissance intime du panorama politique européen à l'aube des européennes qui peuvent modifier certaines données, en particulier sur la suite du Green Deal, et il nous en parlera peut-être. Il est alumni de Sciences Po, comme Xavier Pinon, qui prendra la parole sur la dimension entrepreneuriale et que je salue également. Et il introduira dans nos réflexions la dimension géopolitique, qui, combinée avec celle de l'entrepreneuriat et de la science, qui seront abordées plus tard, nous permettront, je l'espère, de tirer, sinon des conclusions, des perspectives. Cher Dominique, bienvenue, merci. Merci Denis, merci à tous les organisateurs, les alumni des 5 grandes écoles et les sponsors pour avoir choisi un thème qui d'évidence sera un thème très haut dans les priorités dans ce contexte marqué aujourd'hui par des élections importantes, des élections européennes d'abord, dans un peu plus d'un mois, et l'élection américaine au mois de novembre. Et d'évidence, quels que soient les résultats de ces élections, même s'il peut y avoir des inflexions ici ou là, l'énergie sera traitée avec un niveau de priorité probablement plus grand que jamais auparavant. Et dans la perspective européenne, en tous les cas, il me paraît que
cela ne devrait pas remettre en cause un objectif central porté au cours de ce mandat et qui est celui d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet objectif devrait demeurer, me semble-t-il, même si il sera nécessairement complété par une attention beaucoup plus grande aux deux autres aspects que sont la sécurité énergétique et la compétitivité. Compétitivité qui est une préoccupation pas seulement pour les entreprises, les grandes comme les petites, mais aussi pour chacun d'entre nous en tant que consommateurs énergétiques et qui devons payer notre électricité, notre gaz ou nos carburants. Et donc, pour vérifier comment faire bouger les lignes dans un sens qui soit efficace et réaliste à la fois, je vous propose de décliner les 3 priorités de politique énergétique en soulignant que pour la première fois, sans doute, depuis des décennies, l'objectif sera de traiter chacune de ces 3 priorités, sécurité, environnement, compétitivité, avec le même niveau d'urgence et d'importance. Il est des périodes dans le passé où l'accent a été mis plus principalement sur l'une ou l'autre de ces priorités. Mais jamais auparavant, on a été conduit à devoir traiter les 3 avec le même degré d'urgence et de priorité. Si je commence par la sécurité, je dirais d'abord que la sécurité énergétique est partie intégrante de la sécurité tout court. Nous sommes dans une période de bouleversements et de conflits armés aux portes de l'Europe. Et l'on voit bien que la seule existence de l'OTAN depuis 75 ans ne suffit pas à nous protéger si nous ne savons pas augmenter au niveau requis les budgets de défense. Le meilleur moyen d'éviter les guerres, c'est de se protéger. Et si nous ne voyons pas que l'énergie est une cible, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Ceux qui combattent ouvertement ciblent des raffineries, ciblent des centrales électriques, coupent des câbles, parfois au-delà des zones de conflit. Et donc, l'énergie est au cœur du conflit. Au cœur du conflit. Nous avons à reconnaître aussi, et je pense qu'il faut le faire, un succès pour l'Europe en ce qui concerne la gestion immédiate de la crise. Parce que, après tout, être privé du gaz russe du jour au lendemain, perdre 100 milliards de mètres cubes de gaz du jour au lendemain, ça n'allait pas de soi. Si vous aviez dit cela avant le conflit à n'importe quel expert, il vous aurait dit on va à la catastrophe, au désastre, il y aura des coupures d'approvisionnement, de chauffage, etc. On l'a réussi, pourquoi ? Parce qu'on a travaillé, sur l'élément de diversification. La diversification en politique énergétique, c'est clé. Et donc, on a augmenté significativement les relations avec notre partenaire et allié européen, même s'il n'est pas dans l'Union, la Norvège, qui est notre premier, désormais, fournisseur de gaz. Nous avions préparé, dès 2014, et l'annexion de la Crimée, une stratégie spécifique pour le gaz naturel liquéfié en soutenant l'installation de terminaux fixes ou flottants dans tous les États membres, sauf l'Allemagne, qui désormais rattrape le temps perdu. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont notre deuxième fournisseur de gaz, en général,
19%, et représente 50% dans notre approvisionnement de gaz naturel liquéfié. 50%. Et vous voyez l'importance d'anticiper. La stratégie de gaz naturel liquéfié a été préparée dès 2014, formalisée, y compris pendant la présidence Trump, entre l'Europe et les États-Unis, dans le dialogue énergie transatlantique. Et c'est un marché ouvert, compétitif, flexible. Au-delà des tuyaux, il n'y a pas de tuyaux physiques, c'est les bateaux, les méthaniers qui amènent ça. Ça a été extrêmement important. Donc, premier élément, la diversification. Deuxième élément, le stockage. On a réussi, par des actions concertées entre États membres, à avoir un niveau de stockage tout à fait remarquable. Plus de 90% de stockage avant l'hiver, et nous terminons cet hiver au 31 mars 2024. 31 mars 2024, nous terminons avec 58% de stockage de gaz. Ce qui est important aussi pour l'hiver à venir, pas seulement pour celui qui vient de se terminer. Et le troisième élément, c'est la sobriété. On parlera un peu plus tard. Mais en période de crise, encore plus que dans une période normale, la sobriété, c'est important et il faut rendre hommage à l'ensemble de ceux qui, en Europe, pas seulement les entreprises, mais les particuliers, ont concouru à des économies significatives, de l'ordre de 18 à 20% d'économies en consommation de gaz et en matière d'électricité, plus de 10 à 15%, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc, il faudra, d'évidence à venir, poursuivre sur ce terrain. Et je voudrais ajouter aussi que la sécurité, c'est également la sécurité des matières premières et des métaux rares, importants pour la fabrication de l'ensemble de nos outils et de nos équipements énergétiques, y compris pour les énergies renouvelables. Et donc j'y reviendrai sur le volet compétitivité, mais c'est extrêmement important et l'Europe devra faire plus dans ce domaine. La France et l'Europe devront faire plus. Et j'ajoute un autre élément qui, à mon avis, est très insuffisamment traité. Et quand on n'anticipe pas, on le paye, qui est celui de la sécurité physique. L'énergie, ce n'est pas simplement les marchés. Quand on parle de sécurité d'approvisionnement, la plupart des experts vont dire oui, c'est les marchés, ce qu'on va importer en pétrole, en gaz. Non, il y a aussi la sécurité physique. Et aujourd'hui, dans le monde dangereux qui est celui de 2024, il s'agit de la sécurité physique de toutes les infrastructures de production et de transport et de distribution énergétique, y compris les câbles sous-marins. Regardez ce qui a été encore abîmé par des sabotages dans la Baltique, Estonie, Finlande, Lettonie, etc. Et la cybersécurité. Donc ces éléments-là devront faire l'objet d'une attention beaucoup plus grande parce que nous sommes exposés et si demain nous sommes touchés, il ne faut pas sembler découvrir cette question et courir comme des poulets sans tête. Ce n'est pas ça. Il faut anticiper. Le deuxième volet, c'est le volet environnemental, porté très largement par le Pacte vert. Vous le savez, on a en Europe fixé des objectifs extrêmement ambitieux. 55% de réduction des émissions d'ici à 2030. 2030, c'est demain. 42,5% au moins pour les énergies renouvelables, qui doivent être portées avec l'hydro par le solaire, qui est d'évidence le plus prometteur de mon point de vue, et l'éolien, onshore et offshore, plutôt surtout offshore, même si se posent des questions
de maintenance et donc aussi d'approvisionnement de matériaux critiques. Et nous avons aussi des objectifs ambitieux, très ambitieux, et c'est nécessaire en matière d'efficacité énergétique. Et c'est important parce que l'efficacité énergétique, c'est une moindre consommation des produits, une moindre consommation en énergie des bâtiments et une moindre consommation au niveau du transport. Ça représente beaucoup en termes d'émissions et en termes de consommation énergétique. En même temps, c'est générateur d'emplois. Et là, nous devons faire plus. Là aussi, il faut faire bouger les lignes. Si vous laissez ça à quelques spécialistes, ça ne marche pas. Tous ces éléments doivent pénétrer au cœur des métiers, au cœur des métiers, au niveau des plombiers, des électriciens, qui doivent, dans leur ensemble, placer des dispositifs répondant aux normes d'aujourd'hui. C'est extrêmement important. Et sur l'environnement, je voudrais ajouter une autre réflexion. La neutralité carbone, je l'ai dit, c'est un objectif essentiel. Et on ne peut pas reculer dans cela, parce que les effets du changement climatique risquent sinon d'être dévastateurs. À commencer d'ailleurs, on n'en parle pas assez, et on ne fait pas assez, là aussi il faut faire bouger les lignes, pour le parc résidentiel immobilier. Je suis toujours choqué, je dois vous le dire, de voir le nombre de permis de construire augmenter de manière extravagante, y compris dans les zones côtières, qui sont des zones à risque. Et cela aura un coût faramineux économique, financier et humain. Et il est de la responsabilité de ceux qui ont en main l'urbanisme au niveau local, régional, national, européen, d'agir. D'agir pendant qu'il est encore temps. Sinon, les notes seront extrêmement salées. Et donc, la question est-ce qu'il nous faut continuer à multiplier les sous-objectifs? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se concentrer sur un objectif central en laissant un peu plus de marge aux entreprises, en assurant le monitoring, bien entendu, de tout cela, pour atteindre l'objectif? Je m'explique. Certains sont partisans, dès 2040, d'avoir de nouveaux objectifs, avec pas moins 55 pour la baisse des émissions, mais moins 90. Est-ce que c'est raisonnable? Les objectifs, ils doivent être fixés de manière réaliste. Parce que la crédibilité, ce n'est pas simplement de fixer un objectif, c'est d'abord de l'atteindre. Et donc ça, c'est extrêmement important. Il me semble que le nouveau mandat européen devrait clairement se pencher là-dessus. Puis il y a le volet compétitivité. Et le volet compétitivité, il est aussi extrêmement important, à la fois, je l'ai dit, pour les entreprises et pour les particuliers. Nous avons un cadre réglementaire en Europe qui est bon, probablement en matière de transition le plus avancé au monde, bâti sur des directives, sur des règlements. Les dernières évolutions du cadre réglementaire sur le marché intérieur de l'électricité vont dans le bon sens, avec des contrats pour différence, des contrats de long terme, donnant priorité aux énergies renouvelables et au nucléaire, c'est-à-dire aux seules énergies décarbonées. Par conséquent, le résultat sera quasi automatiquement la baisse de la part proportionnelle du gaz et son influence pour le prix de l'électricité, ce qui est bon. Mais les prix, vous les voyez, restent élevés. Le prix du pétrole, compte tenu du contexte géopolitique, aujourd'hui est encore aux alentours près de 90, 88 $ pour le baril de Brent. Le prix de l'électricité est aux alentours de 78-79 € par mégawattheure, soit quand même 10 fois moins qu'au moment de la crise de 2022. Il faut avoir la proportion des choses. Le prix du gaz reste relativement élevé, même s'il a baissé de l'ordre de 30% par rapport à ses niveaux d'octobre 2023.
d'octobre 2023. Mais par rapport à l'élément compétitivité, ce qui nous manque et qui est indispensable, c'est de développer une stratégie industrielle de soutien pour l'ensemble des infrastructures de production et pour les composants nécessaires à notre énergie. Nous avons le Net Zero Industrial Act, qui est fait pour l'infrastructure industrielle, et nous avons tout ce qui est lié à l'acte destiné aux matières premières rares. Pour ça, il nous faut une stratégie internationale au niveau européen. Alors on vous dit, on est très dépendant de l'Asie, de Taïwan, de la Chine. C'est vrai, mais allons aussi chercher à proximité de chez nous une partie de ces matières premières qui nous sont indispensables pour la transition. Et je pense en particulier à l'Afrique. Rebâtissons une ligne de coopération et de partenariat avec les pays africains, dont je rappelle en passant que la moitié de l'Afrique et bientôt encore plus est francophone. Et par exemple, la République démocratique du Congo est le premier pays au monde producteur de cobalt, produit extrêmement précieux pour tout le volet industriel de la transition. Donc, lançons, dès le nouveau mandat, des partenariats intelligents pour réduire notre dépendance et pour avoir, au contraire, des approvisionnements diversifiés et plus sûrs. Ceci sera un élément fondamental et qui nous permettra de nous renforcer tous azimuts. J'ajoute que sur toutes les technologies émergentes, tant pour les renouvelables que pour le nucléaire, les petits réacteurs modulaires, les small modular reactors, comme on dit en anglais, que pour l'hydrogène, que pour les batteries, que pour la capture et la séquestration du carbone. Nous devons rattraper du retard. L'Europe a pris trop de retard en matière d'innovation. Et pourquoi? On est ici dans un milieu universitaire et d'ingénieurs en même temps. Nous avons une grande force en recherche fondamentale. Nous ne sommes pas au niveau pour transformer les acquis de la recherche en nouveaux marchés, en nouveaux produits. Et là, nous devons progresser. Et nous devons donc le faire dans un contexte qui réunisse mieux les secteurs publics et privés, mieux les financements publics et privés, qu'ils soient institutionnels ou non. Il y a eu dans les dernières années souvent des dialogues insuffisants entre toutes les parties prenantes. Comme insuffisant pour répondre à une des questions qui était posée sur le mix. Oui, des mix différents, une diversité du mix, c'est une richesse. L'Europe s'est fait de diversité, à condition que les uns acceptent les choix des autres et que ce soit des choix dans la direction des énergies propres. Ça, c'est l'élément fondamental. Si on le fait dans un cadre de partenariat renforcé, nous en sortirons beaucoup plus forts. Et c'est en ce sens que les lignes bougeront positivement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Ristori, pour ces mots sur les grands enjeux et les perspectives. Ces mots responsables, je trouve. Je vous invite à reprendre vos petits jouets pour la suite du quiz, avant de laisser la parole à Laetitia Brottier. Pas à Claire Tutenu, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui me trompe. C'est tout à fait Claire Tutenu. Donc, est-ce que vous êtes toujours sur le sondage interactif? J'ai aussi des éléments technologiques très novateurs qui sont des codes Wi-Fi pour ceux qui auraient des soucis de connexion. Donc, c'est votre téléphone? Ah oui,
On va leur donner à Monsieur Ristori. Hop. Donc je vous laisse vous reconnecter sur le site WooClap et mettre le code énergie25 et répondre à cette question-là. Est-ce que vos entreprises, donc à remplacer par école si vous êtes étudiant ou étudiante, ont pu mettre en place des mesures de sobriété? Alors vous avez le choix entre mon entreprise a radicalement changé sa politique et ses process pour vraiment pivoter et baisser son empreinte carbone à fond. Oui, mais plutôt des, entre guillemets, petits gestes. Donc des efforts de mobilité, par exemple l'avion, de recyclage du numérique, moins chauffé, moins éclairé. Ou non, mon entreprise n'a pas mis ces mesures en place. Vous êtes déjà 40 à répondre. Et je vais vous laisser encore un peu le temps de faire monter l'histogramme. Donc une grande majorité pour l'instant de petits gestes. Vous nous direz ce que vous en pensez, Madame Tutenuy. Est-ce que c'est bon pour tout le monde l'accès au sondage? Ouais, pas trop de difficultés. Les réclamations, ce sera après, bien sûr. Je vais passer à la question suivante. Ça monte encore un petit peu, mais bon, ouais, ça s'est stabilisé à 65% de gestes modestes. La question suivante est plus ouverte et elle concerne encore la sobriété. Je vous demande un nombre. Par quel nombre faudrait-il diviser l'empreinte carbone moyenne d'un Français si on veut respecter les accords de Paris? Vous pouvez répondre 1, 2, 3. Ça peut aller jusqu'à 20. Et on va découvrir la courbe que vous allez dessiner quand on aura au moins 50 ou 60 votes. Bon, là, pour le coup, il y a quand même plutôt une bonne réponse. On va voir si vous avez mis 1 ou pas. Alors, je vous laisse encore peut-être atteindre les 3/4 de la salle pour mettre votre nombre. Et alors, l'histogramme, ça donne divisé par 5. Et j'ai pas le détail. La réponse est plus fréquente. Vous avez mis 5. Vous êtes 30 à avoir répondu par 5. Et 10 à dire divisé par 4. Et ben, c'est le bon ordre de grandeur. Hein, c'est plutôt 4. On est plutôt à 8 tonnes et demi. Et pour aller à 2. Et donc, sur tous ces sujets de sobriété, j'ai le plaisir de donner la parole à Claire Tutenuy. Donc, Claire Tutenuy, vous êtes déléguée générale du regroupement Entreprises pour l'environnement. Et vous êtes aussi membre du Conseil économique et social environnemental. Donc, voilà. Merci à vous la beaucoup. parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Alors, pour ne pas vous ennuyer, je vais commencer par vous dire ce qu'est EPE, qui est une association d'une 60aine de grandes entreprises. On est un peu le Jiminy Cricket de ces grandes entreprises, donc quand même 13 personnes parmi vous estiment leur entreprise a radicalement changé sa stratégie. J'espère qu'il y en a quelques-unes qui sont employées par les membres d'EPE, mais on ne sait jamais. Parce qu'elles font quand même un certain nombre d'efforts. Et en tout cas, elles y travaillent. Et elles y travaillent malgré tout. Ce n'est pas une totalement nouvelle donne. Elles y travaillent depuis 30 ans parce que ce sont de grands paquebots difficiles à changer, difficiles à faire pivoter. Mais nombre d'entre elles ont pris des engagements de neutralité carbone à des horizons variant de 2035 à 2050. Et donc, elles ont compris un certain nombre de choses. Elles ont aussi compris que le problème était plus large et que les questions d'environnement ne s'arrêtaient pas aux questions énergétiques, mais incluent la biodiversité, la santé, au-delà du climat. Et donc, bien évidemment, c'est un petit peu ça que je vais vous montrer. C'est comment la nouvelle donne, c'est surtout qu'on doit dépasser la transition énergétique. Et je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a publiée en décembre dernier, qui est le fruit de 18 mois de travaux, pour essayer de faire comment on fait en fait pour rentrer dans la boîte de toutes ces contraintes environnementales auxquelles elles se heurtent dans leurs activités. Mais pour aller plus vite pour vous le présenter et pas vous ennuyer trop, je vais commencer par vous présenter un petit film qui vous donnera déjà ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et puis après on pourra parler plus du fond. L'étude s'appelle Étape démocratique.
Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais revenir éventuellement. Du coup, vous avez vu la méthode. On a essayé de baser, en se fondant sur la science et sur ce que disent non seulement les physiciens, mais aussi les chimistes, les biologistes et les médecins, d'intégrer les différentes limites de la planète. Et on l'a fait parce que, en fait, en 2018, on a publié la première étude que vous avez vue qui disait on sait faire la neutralité carbone, c'est difficile, mais on peut. Bon, la réalité, c'est qu'on n'est pas sur la trajectoire qu'on a dessinée et on n'y est pas pour des raisons qui ne touchent pas au climat, ni aux technologies, ni même aux investissements, qui touchent à l'absence des politiques publiques fortes qu'il aurait fallu, qui touchent à l'absence d'acceptabilité de ces politiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas là, qui touchent au sentiment d'injustice sociale. Et donc, c'est autre chose. Pour faire la transition énergétique, on a besoin de regarder autour, et donc c'est vraiment ça qu'on a fait. Et les changements que je vais vous montrer, alors ça marche là, c'est... Ouais. Non, je voulais parler d'abord des enseignements. Donc je voulais vous commenter un petit peu les enseignements que vous avez vus passer très vite et qui effectivement sont de l'ordre au nombre de 8 et qui sont des enseignements d'un changement assez fort, assez profond dans notre mode de développement. Avec une ligne très fine entre croissance et sobriété et même décroissance de l'empreinte matérielle. C'est-à-dire que clairement, on est sur une planète limitée, on est 8 milliards, et l'empreinte d'un Français est très très largement supérieure, vous savez tous que c'est 5 fois, ce qu'on peut se permettre ne serait-ce qu'en termes de carbone. Mais on a une empreinte en termes de matériaux, de métaux, de ressources rares, de nourriture, qui est elle aussi 5 fois plus élevée, et donc quelque part, il y a des gens on mange plus que notre part, à tous les sens du terme, et si on veut une croissance durable, il va falloir rester dans les limites planétaires, et vraisemblablement, il va falloir donc décroître l'empreinte matérielle de notre civilisation. Je précise, l'étude est faite pour la France, parce qu'on avait des données pour la France, je pense qu'elle est à peu près tout aussi valable pour l'ensemble de l'Europe, et pour l'intérêt de la faire, c'est aussi de voir un chemin qui pourrait aller vers un monde qui évite trop de conflits et trop de désastres humanitaires, parce que quand on n'est pas dans, vous avez vu le donut, quand on n'est pas dans la couronne bleue du donut, on a des catastrophes humanitaires de grande taille. Donc cette transition, pour rester dans les limites planétaires, elle doit trouver le moyen de faire une décroissance de l'empreinte matérielle, mais comme vous le savez, on est un groupe de grandes entreprises, une association de grandes entreprises, et donc le défi, c'est de montrer que c'est compatible avec de la croissance économique, parce que vous n'imagineriez pas que EPE dise qu'il faut faire de la décroissance économique. Et le pari qu'on fait, c'est que c'est possible. Ce découplage entre prospérité économique et décroissance de l'empreinte matérielle signifie une croissance différente, moins fondée sur l'accumulation de biens, et donc c'est comment on fait que cette étude essaye d'explorer. Alors, mais ces limites sont bien là et on les voit déjà apparaître. Clairement, pour ça, la technologie ne va pas suffire. C'est une transition pour mieux vivre et elle va embarquer un certain nombre de modes de vie, de changements de mode de vie. Et donc, il faut une transition pour mieux vivre, mais pour vivre différemment, avec si possible, en rendant ça attractif. Mais toutes les études sur le bonheur montrent que certes, on est plus heureux quand on est riche, et il y a des rapports sur le bonheur qui disent ça, mais il y a une asymptote, et finalement, au bout d'un moment, ce n'est pas le cas. Donc c'est plutôt qu'on vit moins heureux quand on est pauvre, mais au-delà d'un certain seuil, on vit heureux, et on peut le développer, et il y a beaucoup une question de culture. La culture aussi se modifie, mais elle ne se modifie pas de façon autoritaire. Donc il faut des nouveaux modèles et de l'innovation par ailleurs. Pour faire cette décroissance de l'empreinte matérielle, il faut effectivement de la sobriété, et je vais y revenir parce que c'est un sujet très important. La sobriété, c'est ce qu'on a fait en 2022 en baissant le chauffage, et ça marche, mais ce n'est pas attractif, enfin pas très. Donc il faut arriver à faire une sobriété beaucoup plus structurelle, qui soit inscrite dans les infrastructures et qui permette aux gens de vivre confortablement tout en étant pas dispendieux en énergie. La circularité est évidemment aussi quelque chose de très important, où alors là, il y a énormément d'innovations à faire pour, avec une moindre empreinte matérielle, faire plus de services, faire plus de prospérité, faire plus de valeur ajoutée et plus de prospérité pour les gens également. Et enfin, un nouveau modèle, un nouveau lien avec le vivant, qui est un point extrêmement important. On est en train de déforester, enfin à grande vitesse. Je ne parle pas de dépoissonner les océans, mais c'est le cas aussi.
Et donc, ce lien avec le vivant, les scientifiques disent que la crise de la biodiversité est plus grave et plus avancée que celle sur le climat. Donc, on ne peut pas se dire « Ah ben tiens, on va faire des biocarburants », ça ne marchera pas, il n'y en a pas. On ne peut pas à la fois faire des biocarburants et remplacer les plastiques par des bioplastiques, par exemple, ou l'acier et le ciment, très carboné, par du bois. Il n'y a pas assez de bois pour faire tout ça, et il n'y a pas assez non plus de ressources agricoles, même en diminuant la consommation de viande par 2, qui est maintenant, on le sait, la transition écologique, ça ne peut pas se faire si on ne réduit pas significativement la consommation de viande, tout en gardant des pratiques d'élevage bovin au pré qui au moins sont bonnes pour la biodiversité. Donc cette nouvelle relation avec le vivant qui considère que il faut en respecter, il faut y faire attention, elle aussi a besoin de s'adapter, doit rentrer dans nos logiciels. Et aujourd'hui, clairement, c'est pas dans les logiciels des écoles d'ingénieurs, sauf évidemment un peu l'agro. Et donc cette transversalité est importante. La sobriété, tout ça suppose énormément d'innovation. L'économie circulaire, il y a beaucoup de choses à faire, et la sobriété également, pour avoir une sobriété bien construite et pas juste de comportement. Ça suppose donc également beaucoup d'investissements très massifs, je veux dire que la rénovation, le changement de parc automobile, le changement des modes de transport, les infrastructures de transport en commun, la nouvelle façon de faire des villes, tout ça c'est des investissements massifs et qui clairement doivent être accompagnés pour les plus précaires, que ce soit des gens ou des entreprises. Donc il y a une intervention forte de la puissance publique qui est attendue là-dessus. La sobriété de long terme à inscrire dans les infrastructures, j'en ai un peu parlé, et je pense que vous voyez tous de quoi il s'agit, je viens de le dire, mais ça va jusqu'à, par exemple, l'aménagement du territoire, la façon de construire les villes. La ville étalée n'est pas une ville économe en terre. On parle de terre en conflit avec d'autres usages des terres qui sont importants. On parle donc de beaucoup de choses dans nos modes de vie. Ça veut dire une ville plus dense où les gens vont plus à pied ou en transport en commun parce qu'ils n'habitent pas dans de larges banlieues très étalées où on ne peut qu'aller en voiture, etc. Donc c'est une mobilité assez différente également. Clairement, tout ça suppose... Ça se fait déjà un petit peu. Il y a des gens qui ont bougé leur mode de vie, mais il y en a moins de 10% qui l'ont fait sérieusement. Et donc, ça va supposer des politiques publiques. On ne peut pas imaginer que tout ça se fasse volontairement. Si on ne dit pas, si on ne traduit pas d'une certaine façon les limites de la planète dans des limites réglementaires que les gens comprennent. Ce n'est pas une nouveauté, on a déjà le marché des quotas. Le marché des quotas, c'est ce que je dis, on met la limite de la planète, on ne peut pas se permettre d'émettre plus que tant, on met un marché des quotas. On en a un deuxième que vous connaissez, forcément, c'est les quotas de pêche. On a déjà dit, l'Europe a déjà dit, avec une grande sagesse, parce que du coup elle maintient quand même un certain nombre de ses stocks, on ne pêchera pas plus que tant dans les eaux européennes. Il y en a un troisième qui est là également, c'est le ZAN, le zéro artificialisation nette. C'est un rationnement des terres qu'on peut artificialiser. Donc en fait, c'est des modèles qu'on connaît déjà, mais il faut en avoir d'autres. Il va falloir, à un moment donné, limiter la quantité de bois qu'on s'autorise à consommer, même si c'est pour la mettre dans de la construction qui va durer longtemps. Donc, et ceci, parce que sans ça, il n'y aura plus de forêt dans le monde d'ici quelques temps. Donc il faut ces cadres de vie collective pour que ces modèles économiques soient viables. Il faut aussi des cadres de vie collective pour aider les investissements des plus précaires. Donc c'est une espèce de nouveau contrat social qui est important. Et ce nouveau contrat social, il demande des efforts. Et là, c'est un changement assez radical par rapport à ce qui a été fait, où à un moment donné, on a dit, bah ouais, on va changer les énergies, on vous remplace les véhicules par des véhicules électriques, tout ça sera agréable, et en tout cas, presque, on a laissé penser que la transition serait transparente pour les consommateurs. Quand ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas, ça a fait les gilets jaunes, parce que ça voulait dire que le prix de l'énergie devait monter. La réalité, c'est que le prix de l'énergie post-carbone va monter. L'hydrogène, aujourd'hui, les gens ont le vertige en se demandant, mais comment on va faire passer une multiplication par 2 ou 3 du coup ? C'est pour ça que l'hydrogène a du mal à démarrer, c'est que c'est un processus qui est plus cher que d'aller chercher du pétrole au fond de la Terre. Donc il y a des efforts qui vont devoir être faits. La sobriété, personne ne fait de la sobriété, sauf les gens qui essayent d'arrêter de fumer, mais encore, ou de boire, mais volontairement. Donc à un moment donné, ça c'est des prix, c'est des politiques, et donc ce nouveau contrat social doit associer à la fois un effort demandé à tous, et un sentiment d'équité, puisqu'on sait que le sentiment d'inéquité est ce qui embête le plus les gens. C'est une des attentes fortes
Et donc, peut-être qu'il y a un nouveau contrat social, en tout cas, c'est ce que dit cette étude, que peut-être un nouveau contrat social de ce genre pourrait fonctionner, fondant de nouveaux récits de société avec, écoutez, il y a un effort, mais on vit mieux et avec moins d'inégalités. Les 12 priorités, très rapidement, je ne vais pas vous les détailler, mais elles touchent à peu près tous les modèles économiques, tous les secteurs de l'activité économique, mais elles montrent à peu près toutes, c'est pour ça qu'il y en a un peu partout, que rien ne peut être fait par les acteurs tout seuls. Bien sûr, les entreprises peuvent faire leur plan de transition, mais la plupart des actions à mener, la plupart de ces priorités sont des chantiers collectifs, où il faut à la fois que les gens fassent quelque chose, prenez la rénovation, qui est un très bon exemple auquel on travaille beaucoup, il faut à la fois que les gens veuillent faire rénover leur maison, voilà, qu'il y ait du financement et des solutions techniques fiables, et qu'ils y soient obligés, parce que sans ça, ça ne marchera pas. 2 minutes. Donc, ceci est vraiment pour montrer qu'il va falloir co-construire ces process et transformer et mettre les politiques publiques qui font des business models, et que ces politiques publiques, pour être acceptées, doivent être co-construites aussi avec les citoyens, des territoires, etc. Donc, je répondrai aux questions sur les différents chantiers de détail ou priorités de détail. Ce qu'on peut dire, c'est que, alors là, vous avez l'ensemble des entreprises qui ont financé l'étude et qui la portent. Elle a donné lieu, je peux vous dire, à une demi-journée de travail par mois pendant 18 mois, avec tous ces représentants d'entreprises, à 4 ou 5 débats entre CEO sur les résultats. Et elle a été présentée en décembre par 18 CEO qui sont venus porter ces messages. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de la bouche d'un petit team écolo idéologue. C'est, OK, on a compris qu'il y avait un cas, une boîte. La boîte est fermée, il faut rentrer dans la boîte et essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc, c'est un nouveau narratif qui est porté. Elle commence, manifestement pas assez vite, à être déclinée dans les stratégies et leurs pratiques et un certain nombre de débats. Et puis, elles ont décidé de passer à l'action sur 8 engagements collectifs que vous trouverez sur le site de PE, dont un concerne les menus d'avenir dans la restauration d'entreprise, un autre les flottes électriques, un dernier le dialogue sur la sobriété avec leurs parties prenantes, qui est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Et puis un certain nombre de nouveaux chantiers, dont celui de diffuser ce nouveau narratif, essayer de promouvoir la confiance dans le fait que oui, c'est possible, et que ces entreprises, et en fait l'ensemble des entreprises de PE, sont décidées à y aller, avec vous et tout le monde. Merci. Je vous laisse sortir de là. Merci beaucoup, Madame Tutnuy. Vous connaissez la procédure, vous allez pouvoir jouer à votre jeu préféré. Hop, on était à 7 questions et je vous laisse vous reconnecter. Je passe au mode résultat caché. Ah, mais on gagne du monde à chaque fois. Et là, je vous propose de faire 2 sessions de questions à la suite. On va gagner un petit peu de temps et en plus, les thèmes sont proches. Alors, est-ce que vous êtes bien sur votre téléphone ? Si vous ne l'êtes pas, c'est le site wooklab.com et le code énergie25. La question, il faut bien la lire, attention. On vous demande quelle est la part actuelle des ENR, donc éolien, photovoltaïque, biomasse, parmi les investissements mondiaux dans les nouveaux systèmes de production électrique. Donc ce n'est pas un stock, hein, c'est ce qui s'ajoute. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans les investissements électriques renouvelables ? Le compteur grimpe. Vous êtes déjà quasiment 2/3 à avoir répondu. Donc là aussi, il y a une bonne réponse. Hein. La bonne réponse est plutôt autour de... Eh ben, c'est celle qui fait le moins recette. Tu vois, Antoine ? La bonne réponse, c'est 80%. Donc, ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle. Voilà. Et ce qui met aussi en perspective tous les investissements qui se font. Question suivante. Sur les 30 millions de foyers français, combien disposent d'installations PV, de panneaux solaires ? Est-ce qu'on est autour de 250 000 foyers sur les 30 millions, 500, 750, 1 million ou 1 500 000 ?
Ah, ça répond plus vite. Ça hésite moins, là. J'attends encore d'avoir mes 70 ouailles qui répondent. Alors, qu'est-ce que vous dites? La majorité répond 750 000. Très belle courbe de Gauss. Alors, ouais, c'est plutôt ça. Effectivement, c'est plutôt ça. Pour tout vous dire, on a un peu débattu avec Madame Brottier au début parce qu'il y a des chiffres contradictoires, mais c'est vrai que c'est plutôt ça. Et elle nous expliquera pourquoi. Et je vous pose aussi les questions suivantes. Est-ce que vous-même, vous suivez votre consommation d'énergie, pas seulement d'électricité, mais aussi d'énergie en général, sur une application dédiée? Et si oui, à quelle fréquence? Donc au moins 2 fois par mois, 1 fois par mois, moins d'1 fois par mois. Alors, si vous faites que électricité, vous avez le droit de répondre aussi, mais la question est plus générale. C'est la petite question conso. Donc c'est en majorité non. Donc je pense que Xavier, tu pourras rebondir sur ce chiffre. Et enfin, la dernière question avant de laisser la parole à Laetitia. Est-ce que vous avez profité de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie? Depuis 2007, vous pouvez librement changer d'opérateur, de gaz, d'électricité. Donc est-ce que vous avez fait ce changement de contrat et quitté les opérateurs historiques? Donc oui, j'ai changé. Non, je n'ai pas changé. Mais j'y réfléchis. Et je ne compte pas le faire. Je compte rester chez EDF. Oups. Pardon, je vous redonne la main sur cette question. Et donc, là aussi, Xavier, tu pourras réagir. Il n'y a pas beaucoup d'indécis. Soit vous avez déjà changé, soit vous ne comptez pas le faire. Donc, quand même une majorité de gens qui ont profité de ces mesures. Donc, merci pour votre participation. Il y aura une dernière question ouverte tout à l'heure avant Philippe Drobinski. Et donc, je me permets de redonner la parole à Laetitia Brottier. Donc, Laetitia Brottier, vous êtes vice-présidente. Alors, j'ai mon anti-sèche. Vous êtes présidente photovoltaïque, installation bâtiment et autoconsommation chez Enerplan, qui est le syndicat des professionnels du solaire. Et vous êtes cofondatrice et directrice innovation, donc start-up, licorne, de Dualsun, la société Dualsun. Merci. Tout à fait. Bonsoir à tous. Alors, je vais récupérer ça, j'ai préparé quelques slides. En fait, avant de vous parler d'innovation et de Dualsun, plus particulièrement, j'avais envie de vous parler de solaire, parce qu'on est vraiment sur un domaine qui bouge. Alors, est-ce que ça fait bouger les lignes? Vous me direz. En tout cas, on est sur un vrai boom de l'autoconsommation. Il faut savoir qu'en France, on a déjà 500 000 autoconsommateurs. Alors, l'autoconsommation, c'est des particuliers ou des entreprises, des collectivités qui décident de mettre des panneaux solaires pour consommer une partie chez eux ou pour leur propre consommation. Sur ces 500 000 autoconsommateurs, il y en a 200 000 nouveaux en 2023. Donc, c'est pour montrer aussi l'accélération sur ce domaine. On est sur un vrai boom du solaire par l'autoconsommation. Alors, un peu de contexte, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je voulais déjà vous rappeler la stratégie bas carbone française. On prévoit, on parlait tout à l'heure de sobriété, effectivement, une réduction de la consommation globale de la France de 40%. Néanmoins, on voit que l'essentiel de ce qui va être perdu, ce sont vraiment cette consommation d'énergie fossile. En revanche, l'électricité, elle, devrait augmenter. On devrait avoir plus de consommation d'électricité en France. Et parmi ça, une des voies pour ne plus avoir de remplacer cette énergie fossile, en particulier dans le transport ou dans le chauffage, on parle des pompes à chaleur, des véhicules électriques, on a le solaire qui devrait largement croître. Aujourd'hui, le solaire, c'est 5% de notre électricité, mais avec plus d'électricité en 2035, on va avoir 25% de l'électricité couverte par le solaire. Donc on change vraiment de paradigme pour cette énergie qui était autrefois un peu l'énergie du bobo, du baba-cool. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est vraiment sur une énergie qui s'industrialise énormément. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'économie, puisque le solaire va devenir un pilier d'économie.
Si on va vers 2035 à 100 gigawatts, ce sont les chiffres qui ont été annoncés au niveau présidentiel, 100 gigawatts, c'est 100 000 emplois et c'est aussi 100 milliards d'euros investis dans l'économie. Donc si ça ne vous parle pas, dites-vous que c'est au moins autant que la transformation du parc en véhicules électriques. Donc on est vraiment un pilier de l'économie en parlant de solaire aujourd'hui. Au niveau de on va dire ce pan a aussi, c'est une très bonne nouvelle aussi pour la décarbonation, parce qu'il faut savoir qu'en France, on est sur un réseau qui est interconnecté. Donc, c'est pas parce qu'on met des panneaux solaires en France qu'on va effacer principalement du nucléaire. C'est pas vrai. Aujourd'hui, quand on met des panneaux photovoltaïques sur un toit français, on arrive à éviter 238 grammes de CO2 par kilowattheure supplémentaire produit. 238 grammes, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est si vous mettez un chauffe-eau solaire. Donc là, on parle uniquement de panneaux solaires qui font de la chaleur, qui remplacent directement un cumulus gaz. Vous épuisez 230 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc c'est aussi bien de mettre du photovoltaïque en France, et je parle bien de la France, cette valeur-là serait bien supérieure si on était en Allemagne ou dans d'autres pays. En France, 238 grammes de CO2 par kilowattheure en mettant des panneaux photovoltaïques, c'est tout aussi efficace que de remplacer directement du gaz pour de la chaleur. C'est important à avoir en tête. C'est un vrai boom à la fois au niveau, un vrai changement. On bouge vraiment les lignes sur la partie du mix énergétique. On bouge les lignes d'un point de vue économique et aussi on aide à la décarbonation avec le solaire français. Alors, se pose aussi la question, bien sûr, de la résilience du réseau. Et je voulais quand même vous apporter ce chiffre. On attend d'ici à 2035 17 millions de batteries sur roues. Enfin, des véhicules électriques, si vous voulez dire autrement. RTE rappelait que c'est quand même 6 à 11 fois le potentiel de STEP, c'est-à-dire les batteries hydrauliques, enfin plutôt le pompage hydraulique qu'on a aujourd'hui, qui sera disponible ou en partie disponible pour venir aider au réseau et la stabilité du réseau. Donc on n'est plus du tout finalement sur les mêmes réflexions en termes de stockage. On avait l'habitude de dire l'électricité ça ne se stocke pas, mais en fait là on a quand même énormément d'unités de stockage qui vont rouler et aussi 90% du temps être branchées. Du coup, sur cette si on regarde du point de vue industriel, on est déjà sur des véhicules bidirectionnels. La Renault 5 qui a été sortie l'année dernière, en 2023, est un véhicule bidirectionnel, c'est-à-dire qui permet déjà d'éviter, par exemple, si vous rentrez à 18h, de participer à la pointe de consommation, puisque votre véhicule peut vous permettre en partie de finalement cacher ou plutôt effacer votre besoin énergétique à ce moment-là. J'allais dire c'est aussi une vraie synergie parce que vous le voyez, le solaire c'est quand même du bon sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de manière plus personnelle après pour vous donner quelques chiffres, mais c'est déjà du bon sens et en fait la pouvoir public en a pris acte et propose des limites, des dates limites pour s'équiper et notamment si on pense à la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée l'année dernière, mars 2023, on fixe d'ici à 2028 pour les grands parkings et les grandes toitures, une obligation d'installer des panneaux solaires sur ces surfaces qui sont déjà anthropisées. Donc, on a à la fois une synergie parce qu'on a des véhicules électriques qui arrivent et on va avoir de plus en plus d'infrastructures solaires. Donc, on est sur un timing qui est plutôt concordant. Et juste avant de vous parler de vos bénéfices à vous, je vais quand même vous parler d'un bénéfice un peu plus global. Je vais vous parler de CSPE, aussi dit charge de service public de l'énergie, pour vous rappeler qu'aujourd'hui, si vous aviez encore en tête que les énergies renouvelables, c'est majoritairement un coût, oui, ça l'est quand l'énergie est pas chère, mais quand l'énergie est chère, en fait, c'est contributeur au budget public. Et donc, c'est une bonne chose à savoir. On est plutôt contracyclique avec les énergies renouvelables. Donc, c'est plutôt intéressant pour les entreprises et la rentabilité à des moments difficiles. Alors, justement, je vous disais, on va revenir un peu plus proche de nous. Pourquoi un tel engouement vers l'énergie solaire ? Déjà, vous vous rappelez que aujourd'hui, pour un particulier, on paye 25 centimes le kilowattheure notre électricité. Si vous avez une connexion à 6 kVA, qui est assez classique, 25 centimes, si on compare à un coût global de l'énergie solaire, c'est quand même beaucoup plus, puisqu'on a autour de
9 à 10 centimes le kilowattheure avec des installations solaires. Donc en fait, ça serait juste absurde de rester à ce prix-là, alors vous pouvez faire beaucoup moins avec du solaire. Au niveau des coûts, parce qu'en fait, là, on est sur une énergie qu'il faut payer cash, puisqu'au départ, on investit et après, c'est gratuit. On parle d'une installation qui a beaucoup baissé en termes de coûts. On est aujourd'hui sur 6 à 8 panneaux, 3000 watts crête à 8000 euros. C'est un budget qui reste un budget sur lequel on a une petite prime de l'ordre de 1000 euros. Je voulais juste le noter parce qu'on a parfois beaucoup de débats sur la provenance des panneaux. Aujourd'hui, une installation solaire, c'est seulement 20%, 10 à 20% qui est vraiment du fait des panneaux solaires en lui-même. 80% à 90% de la valeur de l'installation va être française. Donc, je ne prête pas pour ma paroisse parce que moi, je suis fabricant français, mais en tout cas, sachez quand même que malgré tout, on a un intérêt, quelle que soit la provenance. Voilà, au niveau des Français, on a un mix un peu, on va dire une utilisation qui est souvent mixte, à la fois d'autoconsommation, où je disais, on produit, on consomme ce qu'on a comme électrons. En réalité, on va dire c'est 60% de ce qu'on produit qui va être utilisé dans sa maison et le reste qui va être vendu en surplus. Donc ça, c'est un régime un peu mixte que nous permettent facilement nos contrats actuels d'avoir à la fois une autre utilisation propre quand on est là, mais si à midi, il se trouve que vous travaillez et que vous n'êtes pas chez vous, vous avez toujours la possibilité de le mettre sur le réseau. Et ça, c'est un peu moins rentable que de l'autoconsommer, mais c'est quand même intéressant d'avoir cette vision un peu collective de l'énergie. Voilà. Donc dans tout ça, je voulais juste vous parler de Elsen et de ce qu'on fait nous en tant qu'entreprise française marseillaise. En fait, on a une gamme à la fois photovoltaïque, donc je vous ai beaucoup parlé de solaire ou qui font de l'électricité photovoltaïque. Donc on a une gamme sur une gamme bas carbone en fait, qui nous différencie sur le marché. On a aussi une gamme où on peut avoir directement des panneaux à mettre sur sa terrasse ou sur son balcon. Qui est notre petite gamme Prisi. Et je vais surtout vous parler de ce pourquoi on est très connu. C'est notre version Spring, qui est une version à la fois photovoltaïque et thermique, puisque notre petit panneau, alors imaginez plutôt 1 mètre par 2 mètres, notre petit panneau fait à la fois de l'électricité photovoltaïque par sa face avant, mais aussi avec une face arrière de la chaleur. On va produire de l'eau chaude pour vos bâtiments. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller encore plus loin que le photovoltaïque en ayant non seulement son électricité qui est couverte, mais aussi sa chaleur. Donc pour vous donner un exemple pour une maison, donc là on est sur une maison, on a choisi à Lyon avec 4 personnes. On a des factures énergétiques qui sont à la fois l'électricité sur la partie jaune, l'eau sanitaire et le chauffage. Et avec notre solution, on permet bien sûr par l'autoconsommation et la revente d'éliminer la facture électrique, mais aussi de baisser énormément la partie de chauffage en utilisant notre chaleur comme une source pour des pompes à chaleur qu'on appelle solarothermiques, c'est-à-dire en fait des pompes à chaleur eau qui s'alimentent non pas en géothermie mais directement dans le solaire. Donc c'est 70% des factures qui sont évitées. Alors effectivement, il faut pouvoir investir au départ. C'est un ordre de grandeur d'investissement de 33 000 euros pour une maison, sur lesquelles pour le coup les aides sont généreuses puisqu'il peut y avoir jusqu'à 18 000 euros d'aide, et qui se rentabilise extrêmement vite, parce que je vous ai mis quelques chiffres sur les 30 ans de vie de l'installation. On va avoir presque 100 000 euros finalement qui va être épargné sur votre portefeuille. Ça vous fera de quoi investir. Plutôt que de les mettre dans l'énergie, vous pouvez les mettre ailleurs. On compare à un taux de placement de l'investissement, c'est des taux sécurisés qui sont quand même extrêmement intéressants, parce que essayez de voir comment vous pouvez faire du 16% sur les marchés, vous me direz, en tout cas de manière sécurisée. Et voilà, en termes de temps de retour, on est sur un temps de retour de l'ordre de 7 ans. Donc voilà, c'est une solution qui aujourd'hui est effectivement technologique. On est sur l'innovation française, mais ça permet d'aller plus loin, encore un pas plus loin pour économiser l'énergie et utiliser le solaire au bénéfice de votre maison pour vos économies. Alors en tout cas, le message que je voulais vous faire passer, c'est que n'hésitez pas, parce que vous êtes acteur de la transition avec le solaire, vous êtes acteur de la transition énergétique.
Et il y a plein de moyens d'agir, bien sûr, en s'équipant. C'est une solution qui paraît évidente. Après, je pense que je parle à un panel parisien et vous avez des architectes du bâtiment de France qui ne vous autoriseront pas forcément de vous équiper. Mais il y a d'autres moyens. Il y a aussi de participer à du financement participatif pour des installations, rejoindre des autoconsommation collective. Donc là, on parle d'installations qui sont mises dans des sites qui sont plus faciles ou moins protégés et sur 2 à 20 km, en fonction de si vous êtes plus ou moins dans la ruralité ou dans un milieu très dense, vous pouvez participer et en tant que voisin, vous faites des échanges d'électricité ou de chaleur d'ailleurs, mais c'est plus rare en chaleur. Donc l'autoconsommation collective, vous pouvez évidemment aussi rejoindre un fournisseur particulièrement solaire. Je peux aussi vous proposer un appel aux dons, puisqu'il y a des associations qui, par exemple Sol Solidaire, qui installent des panneaux solaires chez des bailleurs sociaux. Ces bailleurs sociaux redonnent gratuitement l'électricité aux précaires qui sont logés. Donc c'est un moyen d'être à la fois dans la transition, dans l'équité. Donc voilà, n'hésitez pas. Et il y a également besoin de bras. Vous voyez, on a 100 milliards qui vont être dépensés. Ça nous fait aussi 100 000 personnes à trouver. Donc on a, nous en tout cas chez Dualson, monté une académie pour former des installateurs, mais on a besoin vraiment de traders, de banquiers, d'intelligence collective, du public. Donc vous serez forcément bienvenus pour bouger les lignes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Brottier, et bravo. Eh ben, je vais laisser la parole à un autre entrepreneur. C'est Xavier Pinon, qui est cofondateur et directeur général de l'entreprise Selectra. Et donc, c'est un comparateur de contrats, si je crois bien. Et donc, il va nous expliquer, vous allez comprendre le lien avec les questions précédentes. Ouais, je pense qu'en pupitre, est-ce que tout le monde m'entend? Ça devrait aller, je pense. Bonsoir à tous. Ben, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait bien la transition entre les enjeux un peu macro et puis ensuite plus la partie de terrain. Donc je vais encore peut-être plus rentrer dans le terre-à-terre si je vous parle de Selectra. Donc nous, on a un comparateur des fournisseurs d'énergie. Et puis également, on s'est développé ensuite sur les différentes verticales que sont les télécoms, comparaison de fourniture d'accès à Internet, comparaison même des assureurs. Mais c'est l'énergie qui reste notre principal secteur d'activité aujourd'hui et celui sur lequel on est le plus actif et qu'on connaît le mieux. C'est aujourd'hui une start-up qui a bien grandi. Selectra, on est aujourd'hui à peu près 2200 collaborateurs. On a fait 96 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, 115 a priori cette année. Et on est assez identifié à Sciences Po, puisqu'on a été incubé dans la première session de l'incubateur de Sciences Po en 2010. Et qu'aujourd'hui, je suis président du groupe Entreprendre des alumni de Sciences Po, donc la division des alumni qui s'intéresse le plus à l'entrepreneuriat. Voilà, aujourd'hui chez Selectra, on est dans 17 pays, donc principalement sur cette activité de comparaison des fournisseurs d'énergie. Vous avez non seulement le comparateur, mais vous avez aussi des achats groupés où on va négocier des offres moins chères pour un panel de consommateurs qui s'est regroupé, de milliers ou de dizaines de milliers de consommateurs qui tous ensemble vont négocier ces offres moins chères ou plus vertes. Et puis également, on a plein de contenus de façon générale sur l'énergie, donc avec des sites internet parmi les plus visités sur ces thématiques. On a une équipe d'environ 45 personnes, parce qu'on m'a demandé d'orienter la présentation vraiment sur la partie technologique. On a à peu près 45 personnes chez Selectra sur les sujets tech, en conception d'outils pour les consommateurs bien sûr, mais aussi pour nos propres services en interne, notamment pour nos commerciaux, et puis pour ceux de nos partenaires. Mais voilà, c'est une start-up aussi à vocation technologique, même si on est plutôt dans le software que dans le hardware, comme ce qu'on vient de voir avec Dualson. Et je vous avais mis simplement aussi une petite capture d'écran du comparateur pour illustrer ce que ça peut donner très concrètement pour le consommateur qui ferait une simulation. Alors, on va rentrer dans la première peut-être partie de à quoi on sert dans cette histoire de défi énergétique et aussi quel est le lien qu'on peut avoir avec ces différentes technologies. En commençant par le suivi de consommation. Alors, on avait fait notre petit test tout à l'heure. Parmi les facteurs qui peuvent nous pousser à baisser notre consommation, il y a bien sûr le prix. On en a parlé pendant la crise des marchés de l'énergie. On a vu que la consommation des particuliers avait quand même significativement baissé à cette occasion. C'est intéressant parce que le prix de l'électricité n'avait augmenté que de 4% à l'époque
pour les particuliers. Donc les marchés de détail augmentent leur prix très en retard par rapport au marché de gros, sous l'impulsion du bouclier tarifaire gouvernemental qui battait son plein à l'époque. Et donc, malgré ça, comme on en parlait énormément à la télévision, que ces prix s'envolaient, on arrivait à 1300 € le mégawattheure, des sommes folles, mais tout ça s'est déroulé en réalité sur les marchés de gros. Mais pour le consommateur, c'est un peu affolant. Donc que ce soit par esprit civique ou par pensée fausse que sa facture d'énergie allait exploser là s'il consommait beaucoup cet hiver, les consommations d'électricité ont pas mal baissé. Donc autour de 9% sur 2022-2023. Mais effectivement, le suivi consommation, c'est toute une chaîne technologique qui a vocation à favoriser l'efficacité énergétique, la sobriété. En fait, tout part des données recueillies par le gestionnaire de réseau, que ce soit Enedis pour l'électricité ou GRDF pour le gaz. Les compteurs communicants permettent de remonter énormément d'informations de consommation, donc avec Linky et Gaspard, ces deux compteurs, qui ensuite sont transmises aux fournisseurs d'énergie, bien sûr, ou des acteurs tiers comme nous, qui développons également à destination de nos clients des services de suivi de consommation. Et donc, d'après pas mal d'études, si vous suivez réellement votre consommation, vous allez la réduire, puisque vous allez vous rendre compte des ordres de grandeur de ce qui coûte vraiment de l'énergie chez vous. Par exemple, le chauffage, en réalité, c'est 60-65% de la consommation d'énergie du foyer. Une fois que vous avez compris que c'est bien plus que les LED que vous avez chez vous, vous allez peut-être moins focuser sur la réduction de l'éclairage et plus sur le contrôle par des thermostats intelligents de votre chauffage. Bref, vous allez prendre des réflexes qui font que vous allez réduire significativement votre consommation. Voilà, donc je vous ai mis un petit exemple de ce que ça pouvait donner concrètement. Nous, on a une newsletter personnalisée où vous recevez chaque semaine votre consommation. Il y a un peu plus de 100 000 abonnés sur cette newsletter. Et puis également un espace client un peu plus complet. Vous pouvez analyser votre consommation, la comparer par rapport à des foyers, étudier quel est le talon de consommation, donc ce qui reste tout le temps allumé chez vous, genre les frigos, les box internet, etc. Programmer des alertes, etc. Autre sujet peut-être sur lesquels on a un impact, et autre technologie, alors comme on fait de la distribution, c'est vrai qu'on est sur plein de technologies différentes que je présente. Il y a l'effacement diffus qui n'est pas très connu, mais donc je vous explique le principe, notamment du boîtier conçu par la société Voltalis. Donc c'est un boîtier que vous pouvez positionner sur vos radiateurs et également sur vos chauffe-eau. Et quand le réseau va être en difficulté parce qu'on a trop de demandes par rapport à une offre d'électricité insuffisante, ça va couper votre radiateur, couper votre chauffe-eau pendant quelques minutes, le temps d'aider le réseau à surmonter cette crise. Donc ça, on distribue énormément à des milliers et des milliers d'exemplaires chaque mois, ce petit boîtier. Et c'est vraiment utile, d'une part, pour le réseau, pour limiter les risques de blackout. C'était une solution que le gouvernement avait beaucoup mis en avant, justement pendant ce fameux hiver catastrophe 2022-2023. Et puis aussi à l'échelle individuelle, en fait c'est gratuit. Donc c'est vrai que ça parle aux gens, c'est gratuit. Là, vraiment, on est dans la massification de la transition énergétique. Et ça ne diminue pas le confort, puisque vous avez, ça ne s'arrête pas assez longtemps pour que vous puissiez le ressentir. Et en même temps, ça vous permet de piloter vos appareils, puisque ça sert aussi de suivi de consommation approfondi, appareil par appareil. Et enfin, évidemment, c'est bon pour la planète, puisque ce qui est le plus émetteur de CO2 en termes de production d'électricité, ce sont les moyens complémentaires que vous déclenchez en cas de pic. Donc si vous arrivez à lisser le pic, vous améliorez plus que proportionnellement votre bilan carbone. Donc voilà un dispositif que je trouve hyper intelligent, gratuit pour les consommateurs, et dont on essaye de diffuser la notoriété, puisque l'effacement n'est pas un concept très répandu dans la population. Et il y a d'autres solutions qui arrivent, notamment sur la base des technos développés pour les compteurs Linky. Ce sont les offres qui poussent à la réduction de la consommation sur certains créneaux horaires. Ces offres sont encore assez peu répandues, mais aujourd'hui, on a la capacité de les proposer parce qu'on sait suivre la consommation sur les plages horaires. Et moi, je suis persuadé qu'à l'avenir, on va de plus en plus inciter les consommateurs à consommer au bon moment plutôt qu'au mauvais moment. De façon générale, je pense que c'est une bonne chose d'utiliser les technologies pour renforcer l'information des consommateurs sur l'énergie. On a pas mal de consommateurs, par exemple, qui remplacent des systèmes de chauffage au gaz par des convecteurs électriques, sans savoir qu'en réalité, le prix de l'électricité est 2 fois, 3 fois plus cher que celui du gaz. Et ça pose question, parce que c'est vraiment des choix irrationnels, en tout cas pour le portefeuille en l'occurrence,
qui sont réalisés, et plus on a de techno qui facilitent la vie du consommateur pour comprendre vraiment ce qu'il est en train de faire, et mieux c'est. Voilà, puis un petit mot aussi de l'intelligence artificielle, savoir comment on peut l'utiliser de notre côté pour aider les consommateurs. Nous, ça nous sert beaucoup à automatiser nos contenus. De plus en plus, nos contenus vont être automatisés, par exemple avec tous les prix de tous les fournisseurs d'énergie différents, qui sont automatiquement, dès qu'une modification est faite sur le site d'un fournisseur, changés également sur nos propres sites. Et puis également, ça nous sert beaucoup pour le contrôle qualité. Donc, dans nos 2200 collaborateurs, on a beaucoup de commerciaux et il s'agit de suivre les discours, la qualité des discours. Donc, on a développé nos propres outils où on va aller traduire les conversations en texte et ensuite, grâce à une intelligence artificielle, diagnostiquer quel texte est conforme à nos scripts ou quel texte ne l'est pas, de façon à flécher les conversations qui semblent problématiques vers nos agents qualité en leur disant attention, là peut-être que tel script n'a pas dû être respecté à tel moment. Donc on s'en sert beaucoup pour le contrôle qualité. Voilà. Donc je vais passer à l'autre partie. Donc on quitte un peu l'information du consommateur et le suivi conso pour aller plutôt vers les sujets renouvelables, donc promotion des énergies renouvelables. Donc à quoi on sert dans ces histoires de défis énergétiques ? En fait, on vend pas mal d'offres renouvelables, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Alors historiquement, on l'a rappelé tout à l'heure, les taxes financent la transition énergétique parce qu'elles financent des tarifs de rachat qui permettent le développement du renouvelable, en particulier éolien et solaire. Il y a un autre dispositif qui pourrait permettre de prendre le lead sur le financement du renouvelable. Ce sont les offres d'électricité verte et de gaz biométhane, dans lequel vous avez un système de traçabilité économique qui a été mis en place. Vous avez des garanties d'origine qui permettent de s'assurer, si vous êtes consommateur d'énergie verte, que pour 1 kWh que vous allez consommer d'énergie verte, il y aura bien eu 1 kWh injecté quelque part sur le réseau d'électricité d'origine renouvelable ou de gaz biométhane. Donc tout un système de garantie de traçabilité économique qui est par ailleurs assez décrié pour plein de raisons. Personne n'est d'accord sur est-ce que c'est bien aujourd'hui les offres vertes ? Est-ce qu'au contraire, le système de traçabilité est trop artificiel avec finalement la traçabilité qui n'est pas physique et du coup qui n'est pas réellement aidant pour la planète ? L'ADEME a développé tout un système pour essayer de pallier ces alternatives en faisant des réunions auxquelles je participais où personne n'était d'accord sur ce qu'il fallait faire pour de vrai. Donc je vous passe les débats les plus prégnants sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est quand même que le prix des garanties d'origine ne cesse d'augmenter et que ça veut dire que les consommateurs sont de plus en plus prêts à payer plus cher pour obtenir de l'énergie verte. Et donc, au fur et à mesure que ce marché des garanties d'origine prend, c'est-à-dire qu'il a une valeur, il y a une valeur à la garantie d'origine, et qu'en parallèle, le prix de l'électricité augmente sur les marchés, il n'est pas improbable qu'il contribue de plus en plus et que les taxes contribuent de moins en moins au financement du renouvelable et du coup à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, qui est notre objectif à tous. Et donc justement sur ces technologies renouvelables, donc pour l'électricité, c'est assez clair, on est vraiment sur de l'éolien, du solaire et de l'hydro en source principale. On a également des technologies secondaires, mais je voudrais aussi me permettre d'insister sur les œuvres de gaz biométhane. Le gaz biométhane étant une technologie nettement moins connue. Comment ça marche ? Vous rassemblez des déchets organiques, souvent en provenance du monde agricole, vous les rassemblez dans un méthaniseur, vous attendez que ça fermente, ça génère du méthane, et ce méthane, vous allez pouvoir l'injecter dans le réseau de gaz naturel. C'est le même gaz que celui que vous trouveriez dans le sous-sol en tant que ressource fossile. Et ça, c'est une filière qui est vraiment particulièrement vertueuse. Écologiquement, en fait, vous évitez à la fermentation de se produire à l'air libre, ce qui entraîne du dégagement de méthane directement dans l'atmosphère, et le méthane a un très fort pouvoir de réchauffement climatique. Et puis, économiquement, vous donnez une source de revenus complémentaire aux agriculteurs, ce qui répond quand même à un enjeu social du moment particulièrement important. Et puis, évidemment, au niveau géopolitique, vous avez une production de gaz qui est nationale sur votre territoire, et vous vous affranchissez de la dépendance aux importations. Donc aujourd'hui, le potentiel du gaz biométhane est sous-estimé dans les discussions publiques, et vendre des offres de gaz biométhane, c'est aussi participer à cette notoriété qui vraiment le mérite, qui est par ailleurs aussi une question de survie pour GRDF,
qui voit le gaz diminuer progressivement chez les particuliers, qui est obligé d'augmenter ses coûts d'abonnement pour faire face, et qui voit dans le méthane, dans le biométhane, une solution pour contrer ces tendances qui sont négatives. Alors peut-être dernier point sur à quoi on sert aussi dans ce défi énergétique. Eh bien, on favorise également la concurrence sur tous ces marchés. Et donc moi, j'ai une croyance profonde qu'on est sur quelque chose de positif quand on parle de concurrence sur les marchés de l'énergie. Alors, on a parlé de cette fameuse crise tout à l'heure qui a été un traumatisme pour tout notre secteur d'activité, qui est principalement lié, alors certes, les histoires d'Ukraine n'ont certainement rien aidé, mais avant tout à l'effondrement de la production d'électricité nucléaire, avec 65% du parc à l'arrêt au pic de la crise pour des problèmes techniques de corrosion sous contrainte sur les réacteurs nucléaires. Donc tout ça a évidemment créé un rapport offre-demande désastreux et une envolée complètement hallucinante des prix de l'électricité. Donc on pouvait être habitué à des prix autour de 40-50 euros du mégawattheure, et au pic de la crise, sur certains contrats futures, on était à 1300. Donc vraiment de la folie furieuse qui dérègle tous les maillons de la chaîne de valeur. Alors, comme on est en France, on adore accuser la concurrence sur tous ces sujets. Alors, c'est la partie un peu plus polémique de la présentation, évidemment. Mais c'est vrai que le réflexe naturel et spontané en France, c'est d'y voir un problème de concurrence qui ne marche pas. Vous voyez, on nous avait promis que les prix allaient baisser grâce à la concurrence. Résultat, ils s'envolent. Évidemment, c'est un problème industriel. Si vous avez un rapport offre-demande à ce point déséquilibré, quel que soit le système que vous allez mettre en place, concurrence, pas concurrence, vous avez un problème d'offre-demande, ça va vous générer des graves difficultés. En tout cas, c'est mon avis. Et alors, cette concurrence, elle a vraiment été en réalité utile, puisque pendant qu'on n'arrive pas à construire des réacteurs nucléaires parce qu'on fait du stop and go, et que du coup, on n'a jamais continué la construction régulière de réacteurs nucléaires en France, c'est vraiment le renouvelable qui s'est développé pendant ce temps-là, avec des capacités qui sont en forte croissance et qui sont bien installées par les concurrents fournisseurs alternatifs à environ 90% sur les nouvelles capacités qui sont installées. Donc on était bien content de pouvoir compter sur ces nouvelles capacités au pic de la crise. Également, donc c'est un autre sujet, je pense, la concurrence favorise l'implication du consommateur. En fait, à partir du moment où vous faites le choix de changer de fournisseur, vous allez vous réapproprier le sujet de l'énergie, vous allez vous intéresser à votre consommation, vous allez regarder votre facture, et je serais bien curieux de savoir, donc tout à l'heure on a fait notre petit test, est-ce que les gens qui ne suivent pas leur consommation d'énergie sont aussi ceux qui ne veulent pas changer de fournisseur? Ce serait intéressant d'avoir l'information. Mais c'est vrai que quand on fait la démarche de changer de fournisseur, il y a une forme de réappropriation qui aide, j'en suis profondément convaincu, à ne plus voir ce chiffre qui tombe du ciel comme une donnée, mais comme quelque chose sur lequel on peut agir. Il y a aussi beaucoup d'innovations récentes en matière de maîtrise de la consommation. On a vu l'effacement diffus. Il y a aussi des systèmes de cagnotte proposés par certains fournisseurs si vous arrivez à baisser votre consommation d'une année à l'autre. Vous avez des outils de suivi de consommation. Bref, toute cette innovation aide beaucoup les consommateurs. Un meilleur exemple étant probablement la station connectée Sowi, donc qui est une filiale d'EDF, je ne sais pas si vous connaissez, qui propose donc une station qui permet de piloter son chauffage, mais de façon vraiment innovante. Par exemple, vous pouvez définir un budget, et si vous avez une vague de froid qui arrive, vous pouvez choisir soit de maintenir ce budget, mais à ce moment-là, désolé, mais il va falloir baisser un peu votre température de chauffe, soit de maintenir votre température de chauffe, mais alors là, désolé, il va falloir rehausser un peu votre budget face à cette vague de froid. Donc vous voyez que toute cette innovation en matière de maîtrise de la consommation est stimulée par la concurrence et toutes ces solutions innovantes qui arrivent. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Xavier. Avant la dernière intervention qui concerne plus le monde de l'enseignement, je vous invite à reprendre notre petit outil pour une dernière question, qui va être une question ouverte. Et la question est la suivante. Si vous étiez directeur, directrice des études, quels sont les cours ou quel est le cours que vous aimeriez voir rejoindre le programme des universités ou des grandes écoles? Donc là, c'est très libre, hein, ça va être un nuage de mots. Vous pouvez répondre ce que vous voulez, cycle du carbone, technologie low-tech, modèle climatique. Et vous pouvez, quand vous avez plus d'inspiration, vous pouvez voter pour les thèmes qui vous plaisent. Mince, j'ai influencé peut-être avec low-tech, mais
Voilà. Vous pouvez voter pour ce que vous... Toujours une phase d'émergence et on va voir lesquelles se détachent. Donc l'énergie, bien sûr, hein, qui est au centre. Le cycle de vie, je vois économie de l'énergie, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ce soir. Les ENR également. Donc ça vote, ça vote. Je vous laisse encore 20 à 30 secondes. Le marché de l'énergie aussi, hein, qui était un sujet ce soir. Le lien avec la biodiversité, dont on a un petit peu moins parlé, et c'est vrai qui est central, et qui est pas forcément la composante la plus souvent abordée dans les écoles d'ingénieurs. Allez, stop, arrêtez-vous. Donc, merci pour vos contributions. Je pense que Philippe a pu lire un peu ce qui était proposé. Et donc, j'ai le plaisir, pour la dernière intervention, de laisser la parole à Philippe Drobinski, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur du LMD, le laboratoire de météorologie dynamique, qui dépend de l'IX, de Sorbonne Université et de l'ENS, et qui est aussi directeur et fondateur du Centre interdisciplinaire Energy for Climate. Bonsoir à toutes et tous. Donc on a vu de très belles interventions. On a parlé de transition énergétique et pour accompagner cette transition énergétique, donc, on doit élaborer des politiques publiques qui soient pertinentes au niveau européen, au niveau national. On doit développer de nouvelles technologies, de solutions technologiques pour accompagner cette transition. On doit ouvrir de nouveaux secteurs d'activité. Mais pour ça, il faut des gens formés. C'est pas moi. Si, c'est moi. Et donc, je vais vous parler de formation dans un monde en transition. Alors, transition avec un S pour moi, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Aujourd'hui, on évoque la transition énergétique. C'était un petit peu mentionné, mais il y a la transition alimentaire. Ça, c'est un gros morceau. On sort de conflits avec les agriculteurs. Et ça, je dirais que souvent, on parle de transition énergétique. Pourquoi ? Parce que, quelque part, c'est celle dont on est capable de construire un narratif. On a des solutions. Donc, ça va, on est capable de raconter une histoire sur comment est-ce qu'il faut faire pour se sortir, assurer la sécurité en matière d'énergie, décarboner dans le secteur de l'énergie, etc. Bon, pour d'autres secteurs, ce niveau de maturité, ce narratif n'est pas encore fait. On n'est pas encore capable de définir où est-ce qu'on a envie d'aller. Et donc, formation. D'abord, former. Alors, former, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit tout simplement dispenser un corpus de connaissances pour répondre aux défis de la transition. Je vais revenir là-dessus après. Et le deuxième point qui est très très important, c'est que on parle de formation, mais c'est pas que de la formation initiale. Ici, effectivement, on est dans un des temples de la formation des ingénieurs, mais derrière, on doit en fait former maintenant sur toute une vie. Et j'en parle de façon d'autant plus importante que le monde de demain, et ça a été dit, c'est pas forcément celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que de nouveaux secteurs d'activité vont se créer, certaines activités vont probablement être amenées à disparaître, et on doit avoir un bon plombier et un bon électricien, c'est-à-dire peut-être avec, oui, mais qui sache manier des panneaux solaires, c'est-à-dire donc des gens qui vont devoir peut-être se reconvertir. Celui qui, forait pour avoir du pétrole doit maintenant se convertir à la séquestration du carbone. Voilà, donc on doit convertir, on doit continuer à former tout au long d'une vie. La deuxième chose, c'est dans formation, dans un monde en transition, il y a le mot monde aussi. Et le monde, ça veut dire que c'est quelque chose de complexe, c'est systémique, c'est multidimensionnel. Et ça veut dire, ça nous fait revisiter. Moi, je suis centralien, donc je suis content, mais je suis docteur de l'école polytechnique. Donc là-dessus, moi, je marche à tous les tableaux. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai été formé, on était en formation mécanique, formation chimique, procédés, enfin, etc., etc. Donc c'était assez siloté, assez disciplinaire. Et c'est vrai que maintenant, on doit s'attaquer à des problèmes systémiques, à de grands défis. Et puis en transition. Et ça, c'est probablement le mot qui est souvent qui est le parent pauvre, qu'on oublie souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire transition ? Ça veut dire incertitude, ça veut dire risque, ça veut dire prévision, ça veut dire urgence. Urgence, on en a parlé avec la crise en Ukraine. Le seul petit point où on n'est peut-être pas complètement d'accord, c'est que pour moi, la crise climatique, elle est permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour à la normale. On doit toujours Donc c'est de la sobriété pendant une crise, mais en fait, on doit penser sobriété tout au long d'une vie aussi, parce qu'il y a urgence à diminuer notre empreinte carbone. Alors, de qui on parle ? Au début, j'étais préparé, je me suis dit, bon, il faut que je parle des ingénieurs, puis bon, j'ai vu qu'il y avait quand même Sciences Po et HEC, alors je me suis dit, hop. Donc, rassurez-vous, non, pour penser la transition de demain, il faut de bonnes politiques publiques, donc je suis content qu'on en ait un petit peu discuté.
Voilà, c'est de nouveaux business, donc ça va, je sais, ça va aussi. Et puis, bien évidemment, il faut aussi de nouvelles technologies. Et donc là, les ingénieurs seront contents. Alors, former tout au long d'une vie, c'est-à-dire qu'on ne doit plus concevoir la formation par métier, mais par défi. Et ça, c'est important. Et puis, moi, je le vois, je suis professeur à l'école polytechnique. C'est beaucoup plus porteur de sens. C'est clair, les étudiants, on prend le défi environnemental. Et, moi, le nombre d'étudiants, j'ai commencé il y a maintenant pratiquement 20 ans à enseigner à l'école polytechnique. Il y a 20 ans, les étudiants, ils venaient au cours parce qu'il fallait valider leur fin d'année, quoi. D'accord ? Il fallait valider leur diplôme. Je caricature à peine. D'accord ? Maintenant, c'est clair, c'est devenu un débat. Moi, je suis climatologue, hein, donc moi, mon cours, c'est plus un cours, c'est un débat permanent. Donc, on voit que d'abord, le nombre d'étudiants a largement augmenté, puis qu'ensuite, ils n'y viennent pas avec la même motivation non plus. Donc, c'est porteur de sens, mais je peux parler du secteur de la santé, c'est la même chose. On est sur des grands défis qu'on doit relever, et ces défis sont fortement porteurs de sens. Et donc, ce que je vous ai dit initialement, c'est que bien sûr qu'on doit concevoir de la formation initiale, on doit la revisiter, on doit la repenser, mais on doit construire en parallèle une formation continue qui intègre les grandes évolutions, qui définit les métiers, ce qu'on pourrait appeler les métiers d'avenir, et qui définit le besoin de reconversion ou de consolidation. Le deuxième point, c'est donc qui on forme, surtout qu'est-ce qu'on apporte comme fondamentaux maintenant, que ce soit la formation de quelqu'un d'un élève d'HEC, d'un élève de Sciences Po, d'un élève de l'école des mines. C'est tout d'abord, il faut intégrer la dimension responsable. Là, on va reparler de transition écologique et énergétique. C'est la dimension responsable, c'est-à-dire qu'on doit intégrer la notion d'utilité, d'une part, des développements techniques, des politiques publiques, mais aussi leur impact. Donc il y a cette dimension-là qui est importante à intégrer dans la formation. Le deuxième point, c'est que l'humain est fondamental. On ne peut plus concevoir une solution technologique sans, dès le départ, avant même de penser à la commercialiser, imaginer qu'il y ait intégrer la faisabilité socio-technique, le fait que ce soit accepté. On ne doit pas faire accepter de force. Il faut qu'il y ait une appropriation de ces solutions. Il faut construire des narratifs autour donc d'une transformation profonde de notre société. L'humain est naturellement réfractaire au changement. D'accord ? On a beaucoup de mal à se projeter dans un futur totalement différent de celui qu'on connaît. On a une dimension assez incrémentale. Moi, je prends souvent comme exemple, j'interviens très souvent dans le monde de l'entreprise. Et la première chose que je dis, c'est, OK, imaginons un monde à 2 degrés de réchauffement climatique. On va faire l'essai, là. Imaginons un monde à 2 degrés de réchauffement climatique. On y est arrivé. Il est stabilisé. On n'a pas dépassé. Et on s'en fout de savoir comment on y est arrivé. Parce que franchement, dans la communication, pour l'instant, rester en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique, c'est des larmes, de la souffrance et du sacrifice. Hein. OK ? Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas très bien que le point B vers lequel on doit aller peut être aussi tout simplement enviable. D'accord ? Et on doit se projeter dans un futur enviable. Et si je vous dis, OK, maintenant, on ferme les yeux et imaginez-vous, en 2050, on est resté à 2 degrés de réchauffement climatique, et dites-vous, vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous buvez ? Qu'est-ce que vous mangez ? Comment vous allez au travail ? Quel travail ? Peut-être que l'activité que vous avez maintenant n'existera plus dans 20 ans. D'accord ? Où vous irez ? Etc. Et bien ça, je pense que beaucoup, et moi compris, on n'est pas forcément capable de bien le définir. Or ça, c'est une difficulté lorsqu'on parle de transition, c'est qu'on connaît le point A, mais souvent on ne connaît pas bien le point B. Si on sait combien on doit diviser par 5, entre 4 et 5, notre carbone, très bien, notre empreinte carbone, je ne suis pas sûr ici que tout le monde sache dire ce que ça signifie en pratique. Voilà. Donc c'est bien, c'est une métrique, disons. Voilà. Dans le monde, donc le corpus de connaissances maintenant doit être multidisciplinaire. Ça, c'est clair. On doit sensibiliser très tôt aux questions des grandes transitions. Maintenant, il est plus, je vais en reparler un petit peu après, mais ça se fait maintenant dès l'intégration dans les grandes écoles, par exemple. Et donc, on doit fournir un corpus de connaissances multidisciplinaires. L'autre chose qui est importante, c'est que lorsque vous êtes en amphi, vous n'apprenez pas l'interdisciplinarité. D'accord ? Ça ne s'invente pas. Vous allez à un amphi, vous allez faire un cours de méca. Vous allez à un autre amphi, vous allez faire un cours d'économie. D'accord ?
Okay, donc vous allez avoir un corpus de connaissances multidisciplinaire. Maintenant, vous allez être face à un problème systémique, et là, vous allez devoir mobiliser l'ensemble de ces connaissances, les mettre, avoir différents regards. Il faut que ce corpus de connaissances vous aide à, cette fois-ci, traiter des problèmes systémiques. Vous devez mobiliser l'ensemble de ces connaissances. Et donc, la façon d'y arriver, c'est par le projet. Il n'y a rien de tel que de l'immersion dans des problématiques systémiques pour y arriver. Alors, on peut construire des projets, et j'en reparlerai, parce que ce soit en formation initiale ou en formation professionnelle, ça devient maintenant c'est le bœuf à bas, quelque part. Mais il y a aussi des versions plus légères, hein, plus ludiques, plus ponctuelles. C'est le challenge étudiant, challenge dans les entreprises, challenge, etc. etc. Et puis enfin, donc, le monde transition, donc, lorsqu'on traite des questions d'incertitude, lorsqu'on traite des questions de risque, on doit traiter des questions de prospective. D'accord ? C'est-à-dire, OK, le monde, c'est ça, mais dans 10 ans, ça peut être ça, ça, ça ou ça, en fonction de ce qui va être fait. Et ça, c'est pas la même chose dans les trajectoires, qui vont être élaborées. Donc, on doit intégrer ces questions de modélisation, d'évaluation de gestion des risques, de gestion des ressources, de projets. Et ça, c'est encore des choses qui ne sont pas, on va dire, au cœur, on va dire, de la formation, ni de l'ingénieur, ni probablement de l'étudiant en Sciences Po, mais vous me contredirez. Mon précédent interlocuteur de Sciences Po me dira si c'est dit. Alors, je vais vous donner quelques éléments contextuels, quelques dates quand même. 2018, il y a un avant et un après. C'est le manifeste étudiant pour le réveil écologique. Et là, moi, j'étais, en tant que professeur à l'école polytechnique et en tant que climatologue, avant même que ce manifeste sorte, les étudiants sont tous débarqués dans mon bureau à l'école polytechnique pour me dire ce que j'en pensais. Et moi, je leur ai dit, enfin, d'accord, enfin, les étudiants, les jeunes se réveillent. Et il est important que vous bousculiez un petit peu tout ça. Vous alliez challenger les entreprises, donc il y en a qui effectivement s'inquiètent, et je travaille avec pas mal de certains, il y en a qui ils sont challengés, disons ça comme ça. Okay ? Et donc depuis, effectivement, il y a de plus en plus maintenant d'intégration d'actions de sensibilisation par des fresques, etc., ou vraiment des créations de formations dédiées à ces questions de transition. 2019, Alumni for the Planet. Merci Michel d'être là. Voilà, Michel. Donc Alumni for the Planet, c'est un moment là aussi. Alumni, ça veut dire qu'ici on est tous concernés. Anciens élèves de grandes écoles, anciens élèves d'université. C'est une initiative qui vise à mobiliser massivement les alumni de l'enseignement supérieur pour les questions de climat et d'environnement. Donc avec pour idée d'aider ces alumni à agir en les informant, en les mettant en réseau et en les soutenant dans leur action au sein de leurs entreprises et organisations. Alors pourquoi ? Les alumni occupent des postes souvent de responsabilité. Ici, on parle vraiment de cadres de gens formés qui souvent ont des positions de cadre après. Donc leur engagement et leur action ont donc un impact majeur dans les entreprises. Et aussi, comment est-ce qu'on y arrive ? Eh bien, justement, en informant les alumni, donc ça, moi je sais que je fais beaucoup de webinaires pour Alumni for the Planet, en les mettant en réseau pour qu'il y ait des échanges sur des actions qui sont prises dans les entreprises. 2022, c'est bien, comme ça, ouais. 2022, ma bouille, elle est là. Pas besoin de la regarder là. Donc, le rapport Jean Jouzel sur sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l'enseignement supérieur. Je suis le dernier, c'est le privilège du dernier, il n'a plus de chrono. Je vous ai dit que j'étais bavard, il ne fallait pas me laisser parler. Donc l'objectif, c'est de former 100% des étudiants de niveau Bac plus 2 et 3, quel que soit leur cursus, à ces questions-là. Et enfin, 2022, formation des fonctionnaires à la transition écologique. Donc en 2022, on met en place, avec le ministère de la fonction publique et en soutien le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, la formation d'abord des directions centrales dans les différentes administrations, et puis en 2024, donc la formation des cadres supérieurs de l'État dans tous les territoires. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On organise des conférences sur climat, ressources, biodiversité, avec des visites de terrain pour faire des retours d'expérience, et là aussi, conduite de projet. D'accord ? Projet papier peut-être, mais projet quand même. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que c'est bien de former, mais tout ça, c'est pas donné. Il y a quand même un certain nombre de verrous. Je vais vous commencer juste rapidement vous dire ce qu'on a fait à l'école polytechnique. D'accord ? Rapidement, d'abord pour vous dire qu'on n'est pas mauvais. Ça, c'est le côté cocorico, d'accord ? Mais pour vous dire que surtout, on apprend voilà, qu'est-ce qu'on ressort de ça. D'abord, effectivement, à l'école polytechnique, et par mon laboratoire, puisqu'il y a un laboratoire de climat, donc c'était peut-être plus facile,
on fait des formations dédiées aux questions déjà de climat d'abord, puis ça s'est largement développé de façon beaucoup plus large, question d'environnement, d'énergie. Donc depuis 25 ans, et maintenant, j'ai créé un centre qui est un centre interdisciplinaire qui s'appelle Energy for Climate et qui permet de faire ce lien recherche, formation, innovation. Tout ça pour dire quoi en fait? Que là, à l'École Polytechnique en tout cas, et dans d'autres établissements que je connais bien, donc que ce soit l'École normale supérieure, que ce soit à Sorbonne Université, il y avait des ressources pédagogiques internes qui existaient. Donc ça crée une réactivité, une adaptabilité forte, et on a été capable de mettre en place un séminaire de sensibilisation sur le développement durable pour toute la promotion, 6 mois après le manifeste écologique des étudiants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, on a des ressources en interne, on apporte des ressources pédagogiques multidisciplinaires, complémentaires, on crée des supports pédagogiques mutualisés. C'est un environnement de recherche interdisciplinaire qui vient en appui sur les questions de formation, en apportant des projets en laboratoire, des stages, et aussi des plateformes technologiques pour s'immerger dans la transition énergétique. On fait de la formation innovante, immersive, et là je vais donner un exemple qui va pouvoir peut-être t'intéresser. On a mis en place un partenariat avec BPI France Le Lab pour accompagner les PME, les ETI qui n'ont pas de ressources en interne pour élaborer leur plan climat. Et donc, ce sont les étudiants qui font une mission de consultance pour ces PME, ETI. Ça marche très, très bien. Et puis, voilà. Et donc, on avait les moyens, quelque part, de créer une formation initiale et continue sur la transition énergétique. Mais derrière, il y avait des faiblesses, en fait. Et c'est là-dessus que c'est important de construire. D'une part, il y a certaines expertises qui sont absentes dans notre écosystème. Bioénergie, on n'a rien. Géothermie, on n'a rien pour faire de la transition énergétique. Architecture réseau, on n'a pas. Ça, c'est nos amis de Centrale. Et puis, il y a l'énergie nucléaire, parce que c'est Centrale Supélec maintenant. Voilà, pour bien clarifier. Et donc ça, c'est le premier cas. On n'a pas toujours tout, quand même. Une transition énergétique, c'est très, très systémique. L'autre chose, c'est qu'il y a d'autres transitions. Encore une fois, alimentaires, etc. Et en plus, sont toutes interconnectées. On ne peut pas parler d'eau sans parler d'énergie, sans parler d'alimentation. Voilà. Alors, ça crée des menaces côté enseignant. La pression est très forte des étudiants pour ces formations-là, et on n'est plus en nombre. Donc, il n'y a plus de nombre suffisant d'enseignants pour pouvoir on va dire, répondre actuellement à la demande. Plus assez d'enseignants pour étoffer l'offre de cours, et même de projets, pas assez d'encadrants de stage, etc., etc. Et puis de besoin d'ingénierie pédagogique. Mais il y a aussi des opportunités. C'est que justement, les entreprises, elles, sont demandeurs de ce type de nouvelles expertises. Et donc, forcément, c'est là que je rejoins le partenariat public-privé qui a été dit. Moi, je crois effectivement qu'on doit développer de façon massive cette offre de cours, mais de façon intelligente entre les besoins du monde socio-économique, et de l'administration d'ailleurs publique aussi, et puis les établissements. Et je finirai, encore 15 minutes, d'accord, sur quelques réflexions, disons ça comme ça. Donc d'abord, quand on veut former à ces questions de transition, faut faire un choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas former sur tout. Il y a le scope des transitions qui posent des défis majeurs à l'humanité sont nombreuses. Voilà, j'en ai évoqué certaines. Donc il faut identifier le ou les transitions sur lesquelles on veut former en priorité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut développer des ressources pédagogiques internes pour former à ces questions de transition. Ça, c'est fondamental. Lorsque un établissement veut dire « Ok, je vais former à la transition climatique » et qu'on externalise l'intégralité de cette formation, et on crée un déficit de crédibilité de l'établissement lui-même vis-à-vis des étudiants qui peuvent être, encore une fois, des jeunes et des professionnels en formation professionnelle. Donc il est important de renforcer ces modes de recrutement. Et puis d'étendre surtout le champ disciplinaire dans la formation. Intégrer sciences naturelles, sciences physiques, enfin sciences dures, disons ça comme ça, et SHS. Donc mettre un petit peu de sciences dures à Sciences Po et à HEC, et puis mettre un petit peu de SHS pour nos écoles d'ingénieurs. Une fois qu'on a dit qu'il fallait renforcer les ressources internes, ça c'est fondamental, les ressources pédagogiques internes, il faut accéder à des ressources pédagogiques externes. Parce qu'encore une fois, on n'a pas tout sur place, et on n'a pas toutes les transitions, etc. Donc tout ne peut pas être internalisé. Et donc il y a une nécessité vraiment peut-être de collaboration sur ces questions-là, qui est essentielle entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. On doit mutualiser les supports, on doit travailler avec la plateforme Alumni for the Planet, on doit recenser
tous les dispositifs existants pour pouvoir les mutualiser. On doit créer des supports partagés. Voilà. Et enfin, pour finir, je finirai là-dessus. Donc, je rappelle un élément qui est vraiment fondamental. On n'a jamais eu autant, selon moi, besoin de former par le projet. Parce qu'on est face, encore une fois, à des problèmes systémiques et qu'il faut pouvoir mobiliser, se confronter à des problèmes réels ou simulés, mais à un vrai problème systémique pour pouvoir être capable de mettre en œuvre l'ensemble de ces compétences. Donc, ça passe par des projets, des challenges d'étudiants en inter-école. Moi, j'ai monté un challenge E4C et nos partenaires, ils sont donc l'Institut Polytechnique de Paris, donc c'est l'école polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE et les deux télécoms. C'est HEC et c'est Sciences Po, ils sont là, c'est super. Donc voilà, ils sont partenaires de ce challenge E4C et on leur pose une question assez systémique. Et puis, ils ont quelques mois pour créer des équipes ensemble, justement, interdisciplinaires, enfin multidisciplinaires, pour pouvoir traiter le problème de façon interdisciplinaire. Les universités, les écoles sont aussi les lieux de la recherche, quand même. Et donc, il n'y a rien de tel que mieux je dirais, d'expérimenter, de profiter de l'écosystème de recherche pour mobiliser les étudiants et expérimenter avec les étudiants, donc et explorer des voies, je dirais, de solutions pour la transition énergétique. Il y a plein de choses qui sont dans les laboratoires, il faut juste y mettre davantage d'étudiants. Donc, ce sont les établissements sont de véritables territoires d'expérimentation. On peut aussi impliquer les étudiants, là aussi, qu'ils soient donc les étudiants dans les plans climat des établissements et pour les entreprises, les collaborateurs. Voilà. Et donc, comme j'ai l'impression qu'on me met la pression, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on peut rediscuter de tout ça plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Drobinski. Donc, j'aimerais encore qu'on les remercie toutes et tous, tous les 5. C'était vraiment très intéressant et très complémentaire en plus. J'aimerais aussi qu'on remercie les organisateurs et les organisatrices. Donc les 5 clubs, les 5 ont vraiment tous participé. Ils ont beaucoup donné de temps et d'énergie. Donc Centrale Énergie, Sciences Po Alumni et Mine Énergie, HEC Transition et Polytechnique Environnement. Merci enfin aux sponsors qui sont là, que vous pourrez aussi retrouver au cocktail.